Avant tout, je voulais vous souhaiter une bonne année. Je suis ravi de vous voir nombreux, si nombreux pour participer encore. Merci pour tous les témoignages aussi que vous nous adressez régulièrement par rapport à ce travail. Ça nous soutient dans cette démarche et on va continuer. Je le disais dans la newsletter, on va continuer de proposer à la fois les temps de supervision, les ateliers, les rendez-vous psychopratiques, mais aussi des temps de démonstration en direct. Et puis, il y a de nouveaux projets, de nouveaux séminaires, et je suis ravi de proposer ces nouveaux séminaires, des masterclass, des formations spécifiques. Il y a une formation en énéagramme et pas mal de choses autour du transpersonnel avec l'éco-psychothérapie que je relance cette année, et puis les séminaires dans Wayne Inside, les séminaires de chamanisme. Donc, il y a beaucoup de choses pour cette année et on mène ça parce qu'il y a aussi tout votre enthousiasme et votre soutien derrière. Donc, merci beaucoup à vous. Voilà, belle année par rapport à vos projets, à la fois pour votre famille et puis aussi tous les projets professionnels. Je souhaite que ça se développe joyeusement pour vous. Alors, on va démarrer avec toi, Peggy. Si tu veux nous dire quelques mots pour te présenter, dire quel est brièvement ton parcours, ta formation, peut-être les choses qui tiennent fort à ton cœur par rapport à ta pratique. Comme ça, ils sauront dans quel cadre tu exerces. Et puis ensuite, tu nous présentes le cas clinique, 5-6 minutes. On part du cas clinique, tu nous donnes les informations principales. Et puis, je commence à te poser des questions et on tisse ce cas clinique. Et quant aux participants, pensez à couper vos micros. Et puis, vous mettez dans le chat, c'est la petite bulle bleue en bas à droite, vous nous mettez les questions que vous vous posez, on les voit au fur et à mesure. Et comme ça, on peut reprendre vos questions et les partager avec Peggy. Alors, c'est parti, c'est à toi, Peggy. Oui, bonjour à tous et bonne année à tout le monde. Donc, moi, je suis installée sur la région toulousaine depuis toujours, en fait. Simplement, je me suis reconvertie et ça fait une petite dizaine d'années que je suis sexologue et il me manquait des techniques, des outils. Et donc, j'ai voulu me former à la thérapie brève et puis j'ai commencé par un module et finalement, j'ai fait tout le parcours avec Guillaume. J'ai eu le grand plaisir de rencontrer Nadège et d'autres personnes qui me laisse des très beaux souvenirs. Donc là, je reviens un petit peu, j'ai fait une pause de quelques mois pour des raisons personnelles et maintenant, j'ai envie de reparticiper et il se trouve que j'ai de temps en temps des cas, alors très intéressants, déjà bon, sur un plan de la sexo, mais comme je fais du coup de la thérapie, il y a des profils effectivement sur lesquels je peux buter aussi par ailleurs, c'est-à-dire que la sexo est le premier, le premier objet de la consultation, mais on ne travaille vraiment pas que là-dessus. Et là, donc, j'ai une jeune femme que je vais appeler Marie. C'est pas son prénom, mais ça sera encore mieux en termes d'anonymat. Oui. Que vous dire? Donc, c'est une jeune femme. Je commence à la présenter. Oui. On sait que c'est Marie. Alors, c'est une jeune femme de 25 ans qui est en couple depuis maintenant 5 ans et elle a commencé à venir me voir il y a 1 an et demi. En me présentant, bien sûr, au départ, c'est toujours un problème sexo, puisque les gens me voient surtout comme une sexologue. Donc, elle m'a dit qu'elle était bloquée dans sa sexualité, c'est-à-dire qu'elle n'arrive plus du tout à avoir de rapport sexuel, mais plus aucune approche, en fait, du tout, du tout. Donc, j'ai essayé de la connaître un petit peu et je me suis aperçue. Alors, elle m'a donné des éléments, je te l'ai dit quand même, en termes de contexte global. Elle est alors, au niveau familial, elle a été élevée par sa grand-mère. En 2 mots, sa mère, ses parents ne s'entendent pas trop avec, surtout sa mère. Et elle a un frère autiste, me dit-elle. Bon. Donc, le contexte familial est un petit peu particulier et surtout, voilà, elle a été élevée par sa grand-mère. C'est bon le son parce qu'il y a des petits soucis de connexion, j'ai l'impression. C'est bon? Oui, c'est bon. Elle a fait 3 tentatives de suicide. Alors, j'ai pas relevé les dates, voilà, à quel âge, hein. Par contre, c'était au tout début qu'elle m'avait dit ça. Bon, ça s'est pas forcément représenté. Et quand on a commencé à évoquer la sexo, je me suis aperçue qu'elle avait, au départ, ça m'a semblé être des phobies, mais je savais pas trop parce que ça concerne essentiellement les fluides. Alors,
bien sûr, au niveau corporel, tous les fluides. Alors, elle m'a surtout parlé de la salive et de la transpiration. Et elle m'a donné des détails, notamment avec son compagnon. Elle n'aime pas l'embrasser, bien sûr. Alors, tout ce qui est salive, c'est vraiment l'horreur pour elle. Elle en parlait au début, il y a 1 an et demi, comme quelque chose de hyper dégoûtant, répugnant. C'était vraiment l'horreur. Et donc, elle aime embrasser son compagnon l'hiver quand il y a des lèvres sèches. Donc, elle précise vraiment des choses comme ça. Et elle n'aime pas la chaleur de l'été parce que voilà, il y a la sueur, des choses comme ça. Elle a un vrai problème, surtout avec les inconnus, c'est-à-dire les gens au quotidien. Elle ne supporte pas d'avoir un contact. Donc, elle parle beaucoup d'une difficulté à rentrer en contact physique avec les personnes. Et avec ses proches, elle peut supporter, mais il ne faut pas que ça dure longtemps. Donc, quand je dis contact, c'est... alors, elle ne supporte pas d'être serrée dans les bras, elle se sent enfermée, elle parle beaucoup, la valeur qui ressort beaucoup dans le SE, là, qui est touchée à chaque fois, c'est l'enfermement, la liberté, qui est empêchée. Alors, j'ai noté pas mal de choses. Donc, sur un plan sexo, elle a été plutôt, moi j'ai surtout posé un vaginisme parce que même si elle a déjà eu une sexualité, elle avait l'impression que c'était plus possible du tout la pénétration, comme si c'était plus du tout voilà, creux au niveau de son vagin, impossibilité d'être pénétrée. Et elle a aujourd'hui, dans ce qui lui reste aujourd'hui après le travail qu'on a fait, mais que je trouve qu'on rame beaucoup, elle a très très peur de son compagnon quand il a une érection. Mais il n'y a pas du tout de contact. Donc, au niveau du côté tactile, à la fois, elle a ce sentiment de dégoût, mais en même temps, ça la frustre parce que voilà, j'ai essayé de savoir si vraiment elle voulait que ça change aussi. Concernant les câlins, la tendresse, elle va dire, ben, je ne sais pas quoi en faire quand on me fait un câlin, je m'ennuie. Elle va vous dire des choses comme ça. En gros, c'est ça. Alors, au niveau des fluides, je précise parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Et après, je vous dirai la demande. J'ai un petit peu structuré là ce que j'ai écrit. Oui, elle a eu une relation violente, c'est-à-dire elle a eu quelques mois de relation violente. Elle ne m'a pas trop décrit à l'âge de 17 ans avec un autre compagnon. Et il se trouve, je vais venir sur les fluides, là je vous dis juste ce que j'ai noté. Elle a eu une endométriose. Donc, elle avait une sexualité avec son compagnon actuel et elle a eu une endométriose qui a été diagnostiquée il y a 3 ans. Et de fait, elle avait des douleurs et elle a associé en fait la sexualité, on va dire, avec pénétration à de la douleur. Donc, c'est ce qui se passe et qui est très, très bloquant pour elle et là-dessus, on n'arrive pas à avancer. Elle voit donc comme un danger. Elle voit le sexe comme un danger. Donc, au tout début, quel que soit ce qu'on évoquait en termes de fluide, je vais vous dire lesquels, elle était vraiment dans quelque chose d'extrême. C'était insupportable pour elle. Donc, il y a le sang. Le sang en lui-même, c'est quelque chose voilà, qui est vraiment tous les fluides. Il y a donc le sang, la salive, alors, celle de son compagnon, d'ailleurs, quand je lui parle, j'ai l'impression qu'elle se rend compte, voilà, il suffit qu'on ait un petit peu, voilà, dans la façon de parler, ça peut se sentir, voilà, qu'on a un petit peu de salivation, on sent que ça la dérange. Et la sienne, si elle sent, elle est toujours en train de faire comme ça, au niveau de la commissure. Quand elle vous parle, elle fait souvent ça. Moins maintenant parce qu'on l'a bossé, mais elle faisait beaucoup ça. Donc, elle ne supporte pas les bruits de mastication. Elle a eu gardé un enfant aussi, et tout ce qui est changer une couche, enfin pour elle, c'était mais l'horreur, vraiment. Alors, je lis au fur et à mesure. Bon, tout ce qui est sécrétion vaginale, le sperme aussi. Le cérumen, au niveau du cérumen, elle me l'a eu dit. Et ensuite, elle n'aime pas être sous l'eau. Donc, elle a eu une fois, elle a vu son reflet dans le miroir en sortant de la douche. Elle n'a pas du tout supporté. Elle a trouvé répugnant les gouttes dans le dos, au niveau du dos. Et aussi, elle peut évoquer, si elle coupe un légume type concombre et qu'il y a une sorte de liquide qui se dégage du légume, elle va vous dire « Ah, ça me répugne ». Donc, c'est particulier parce qu'elle évoque plein de liquides comme ça. Voilà pour les fluides liquides. Alors, tu me diras après, Guillaume, moi je te dis. Elle a eu donc un traumatisme, donc moi j'ai surtout bossé ça en fait. Elle a été mordue par un chien.
Donc, bon, on a beaucoup travaillé sur la salive, sur ce trauma qui me paraissait être un lien. Et donc, à l'âge de 2 ans, elle a été mordue par un chien, elle était promenée, elle était dans sa poussette, et elle s'est même, je ne sais pas comment ça s'est passé, son bras a été cassé. Et ensuite, alors, mois de mars de cette année, non, de l'année dernière, ça y est, je suis paumée, 2023. Donc, il y a presque un an. Concernant le désir, parce que j'ai essayé de parler au niveau sexualité, elle paniquait quand elle avait conscience de son désir. Et maintenant, elle me dit qu'elle en a, mais que elle ne sait pas l'exprimer, c'est pas avoir d'élan. Après, au niveau santé, il y a l'endométriose, elle est anémiée, mais constamment. Alors ça, c'est un truc, je ne sais pas si tu peux me dire des choses là-dessus, Guillaume, mais elle est comme ça. Donc d'ailleurs, elle est très blanche tout le temps. Alors elle n'est pas complètement... elle ne se traîne pas, on va dire, mais elle est tout le temps anémiée. Et elle me dit qu'il n'y a rien à faire. Bon, ça, je n'en sais rien. Et ensuite, au niveau de son comportement, elle peut être très angoissée. Alors mes questions, après, je te dirai, mais au niveau de la psychopatho, moi, je suis perdue. Elle peut être très, très angoissée, notamment pour l'organisation de Noël. C'était un peu l'horreur pour elle. Donc, elle monte très facilement dans l'angoisse. Elle anticipe énormément, elle organise, il faut que tout soit calé. Donc, je ne sais pas si c'est de l'obsessionnel, si c'est vraiment, je suis perdue dans la psychopatho, là. En gros, c'est ça. Je regarde si je n'ai rien oublié. Et elle a eu, alors, sans que ce soit glauque, mais au niveau de la sexualité, elle a pu avoir, quand il y avait la sexualité, elle me dit avoir une jouissance douloureuse, c'est-à-dire ça fait des contractions, bon, mais douloureuse, au point qu'une fois son compagnon n'a pas pu se retirer. Donc, je précise parce que c'est quand même assez atypique. Au niveau de la gestion de la douleur, moi, je l'ai orientée vers des kinés, je fais de plus en plus ça, des kinés pour rééduquer, pour voir un petit peu dans le corps ce qu'on peut faire. Elle n'y va pas. Elle ne le fait pas. Voilà. Après, elle me dit pouvoir être auscultée par une gynéco. Donc ça, je ne sais pas trop parce qu'elle n'arrive pas à se mettre de tampon. Donc, elle a une appréhension très forte de la douleur. Donc, ce que j'annonce là, c'est quand même du matériel que j'ai noté depuis le début. Donc, ce n'est pas forcément aujourd'hui tout à fait ça, parce que ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, c'est qu'on a travaillé. Alors, j'ai travaillé un petit peu en hypnose. Bon, j'ai pas trop fait, mais ça a un petit peu fait d'effet. J'ai surtout travaillé sur le rapport au corps, sur tous ces fluides-là. On les a pas tous un par un, mais presque. Et ça va mieux. Ça va quand même mieux. Elle n'est plus dans un état où elle est complètement dégoûtée. En revanche, quand on fait mosaïque, elle descend d'un point sur l'échelle de l'inconfort. C'est pas quelqu'un qui va, à la fin de la séance, être à 2, 3, alors qu'elle était à 7, 8. Donc, c'est très long. Et quand on fait la séance, elle accède aux sensations, mais dès que j'évoque la cible, si tout le monde a fait mosaïque, mais la situation inconfortable la plus forte, eh bien, elle va tout de suite, elle a une réaction de grimace. On sent que c'est très, très fort. Donc, on met du temps quand même à faire descendre. Et la fois d'après, elle me parle énormément. Ça, je dirai après ma demande, mais juste pour finir, sa demande initiale, alors elle est très engagée, elle vient tous les 15 jours sans exception depuis 1 an et demi. Mais elle ne parle pas de son problème. Elle vient toujours me parler de tout sauf de ça. C'est là que je coince. Et sa demande initiale, c'était d'arriver à retrouver une sexualité. Elle dit être à 10 de confiance que ça change, engagée et tout. Mais en fait, elle ne fait pas vraiment dans le travail quand j'essaye de la cadrer. Et sa demande, c'est de ne plus de retrouver des rapports sexuels, de ne plus avoir peur de l'érection de son compagnon. Alors, le vaginisme, je n'ai pas refait le point. Je ne sais pas comment elle perçoit aujourd'hui son corps à ce niveau-là. Elle demande à être plus à l'aise dans le côté tactile. Ça la frustre de ne pas pouvoir être plus libre de ça. Et voilà, être plus confortable par rapport au fluide. Je pense n'avoir rien oublié. Est-ce que ça suffit déjà pour... C'est pas mal, déjà, tout ce que tu amènes. Par rapport à ce que tu as amené, et puis on a des remarques de nos collègues, par rapport à ce que tu amènes, moi, ce que je perçois tout d'abord, c'est vraiment un tableau clinique où il y a beaucoup d'anxiété, il y a Voilà. beaucoup d'inquiétation.
Et tu vois, les questions du contrôle, tout contrôler et une boucle qui n'est pas une boucle vertueuse, c'est-à-dire plus il y a de l'anxiété, plus ça va majorer l'anxiété, eh ben, c'est normal dans ce tableau clinique parce qu'on a un tableau clinique qui est marqué par une prédominance du corps, par de l'anxiété, une anxiété aussi anticipatoire, parce que plus la douleur s'installe, plus la crainte va se majorer. Et comme la crainte est là présente, ça mobilise un corps avec une appréhension et avec une tension corporelle, ce qui fait que de nouveau, il n'y a pas de détente, il n'y a pas de relâchement au niveau corporel. Donc, il y a une perception et une focalisation plus grande en plus. On peut penser sur le corps. Cette personne ayant vécu beaucoup de douleur et vivant la douleur, des expériences douloureuses, alors elle est focalisée sur son corps. Et comme elle est focalisée sur son corps, elle est beaucoup plus attentive à ce qui se passe au-dedans. Et comme elle est attentive à ce qui se passe au-dedans, alors elle perçoit des signes auxquels on ne porterait peut-être pas d'attention si on n'avait pas cette grande finesse d'attention qui est la sienne. Donc ça, c'est le premier niveau du tableau clinique, cette agitation, une agitation mentale, une focalisation, une omnifocalisation sur le corps et sur les sensations. Il y a peu de choses sur les émotions, et ça, on va y revenir, si ce n'est la frustration. Le symptôme, c'est un symptôme au niveau de la sphère instinctuelle, c'est-à-dire en particulier de la sexualité. Donc, on devrait interroger les autres éléments de la sphère instinctuelle, c'est-à-dire le sommeil, l'alimentation. Oui, alors ça, je vais te dire. Oublié. Oui. Tu veux savoir là? Je peux te dire. Parce que alors, la particularité de cette jeune fille, c'est qu'elle oublie de manger. Alors ça, c'est très particulier. Si son compagnon lui dit pas, il faut que tu manges, elle oublie elle peut ne pas manger. Alors, je lui dis, c'est pas grave, vous venez. Mais 48 heures, bon, mais fait, si tu veux, elle peut ne pas manger. Ça, pour elle, tout est, si c'est pas productif, le fait de se laver, aller aux toilettes, manger, tout ça, ben, elle n'a pas, alors le rapport au plaisir, elle en a un peu, mais pas des masses. Elle peut avoir du plaisir à jouer aux jeux vidéo, à manger quelques petites choses, etc. Mais globalement, il y a ça. Et ensuite, elle s'endort toujours très, très tard, mais ou très tôt le matin, vers 4 heures du matin. Elle est décalée dans son sommeil et elle se lève à 9 heures. Elle a été donc étudiante, donc elle était obligée de se lever, mais elle ne se couchait pas beaucoup plus tôt. Et maintenant, elle est au chômage, mais bon, c'est un petit peu pareil. Ok. Voilà donc, on voit qu'au niveau de la sphère instinctuelle, c'est-à-dire la question du sexuel, la question du sommeil, et puis de l'alimentation. Après, on pourrait regarder si le fait qu'il y ait un désinvestissement, une non-attention à s'alimenter, on est dans un trouble des conduites alimentaires ou pas, parce que ça veut dire l'autre vision serait que la personne ne porte pas son attention sur son corps, elle porte sur la douleur, mais elle ne porte pas sur le corps, sur tout ce qui est associé au plaisir au niveau du corps. Donc là, ce qui pourrait rejoindre des pistes que tu as ouvertes autour d'une problématique obsessionnelle. Et donc, on entendrait des choses autour de la place du sexuel, le contrôle des fluides, etc. Ça irait bien avec un trouble obsessionnel compulsif ou avec une névrose obsessionnelle, avec un tableau, on pourrait dire de névrose obsessionnelle. Et puis, par rapport à la question de l'alimentation peut amener aussi les troubles de l'alimentation, un déséquilibre au niveau interne. Et à ce moment-là, pouvoir expliquer l'anémie, la fatigue, l'anxiété. Mais anémie, fatigue et anxiété sont aussi des symptômes qui sont présents quand il y a endométriose. Donc, ils sont concomitants. Donc, ça permettrait d'entendre ça aussi. Donc, pour l'instant, tu vois, dans le tableau clinique, on a plusieurs choses qui sont là présentes. Et nos collègues ont amené autre chose à distance en nous disant, est-ce qu'il n'y aurait pas un trouble du spectre autistique? Pourquoi le trouble du spectre autistique? Parce que ce qui est arrivé, c'était l'attention, je pense, pour les collègues, ils ont entendu la problématique autour de la mastication, les fluides, la place du sexuel. Mais ce qu'il faudrait qu'on regarde pour les du spectre autistique, il faudrait qu'on ait suffisamment d'éléments
autour de la difficulté de cette personne pour rentrer en contact, pour avoir des relations sociales. Il faudrait qu'il y ait aussi un manque d'empathie. Vraiment qu'elle soit inempathique, qu'il n'y ait pas d'émotion, qu'elle soit pas sensible à ce qui se passe, qu'il y ait aussi une difficulté pour elle de décoder, de comprendre, de percevoir les intentions des autres, ce que l'autre lui veut, ce qui est important pour l'autre, comment l'autre établit un lien avec elle et pourquoi, ça, ce serait difficile pour elle. Dans le trouble du spectre autistique, on va avoir aussi une souffrance par rapport aux surcharges sensorielles, les sons, les lumières, les mouvements, etc. Et puis, il peut y avoir des intérêts spécifiques sur des activités particulières, des choses sur lesquelles elle porte toute son attention. Dans le trouble du spectre autistique, on va avoir des troubles au niveau du langage, de la communication, des troubles au niveau du comportement et puis des interactions sociales. Mais normalement, le trouble du spectre autistique, on l'aurait vu dans l'enfance. Et là, ça pourrait être intéressant de savoir si cette personne a présenté des comportements spécifiques ou si elle sait qu'il y avait des difficultés spécifiques dans l'enfance. Et puis, souvent, dans le trouble du spectre autistique, c'est des personnes qui vont avoir des compétences un peu exceptionnelles dans certains domaines, mais aussi des routines comportementales pour se rassurer. Et parfois, l'élocution, la prosodie est spécifique. Donc, est-ce qu'il y a des éléments qui vont dans ce sens ou pas nécessairement? Non, enfin, non, je pense pas. Les Je me suis pas reconnue. difficultés de communication, de lien social? Non, non, pas du tout. Elle parle énormément. Au contraire, hein. Son compagnon, c'est Elle est plutôt à l'aise l'inverse. socialement, elle se donne, elle établit du contact avec différentes personnes. Oui, elle peut. Quand Oui, tu es oui, avec elle, elle comprend ce que tu dis, elle comprend tes intentions, elle comprend oui. Ah tes… oui, tout à fait. Ok. Et elle est, pour répondre, j'ai vu passer la question vite fait là. Elle est dans l'événementiel, hein, donc elle va organiser des salons énormes à Toulouse, là, un des plus gros salons. Enfin, là-dessus, au niveau social, elle est avec moi, ça se passe. Enfin, elle parle même énormément, quoi. C'est ça le problème en plus dans la séance. Il n'y a pas de. Non, tout ça, je le reconnais pas. Ok. Il y a quelque chose d'autre aussi, donc dans le tableau, si on continue d'avancer dans le tableau clinique, il y a les éléments qui font penser à des éléments phobiques. Mais oui, C'est ça qu'elle nomme elle, hein, de la phobie, de la mastication, phobie des couches, phobie du sperme, phobie du sang, phobie des différents fluides, de la transpiration, des gouttes d'eau, etc. Euh, et puis, on a des éléments qui peuvent laisser penser aussi à des questions autour du trauma. Alors, un oui. trauma ou une expérience douloureuse dans la petite enfance avec ce chien, le bras cassé. Alors, est-ce que le chien l'a bousculé, elle est tombée, elle s'est cassé le bras? Bon, c'est une possibilité. Est-ce qu'il s'est passé autre chose? Il y a une expérience traumatique là, à cet endroit-là. Et puis, l'expérience avec le copain violent, qui pourrait aussi laisser à entendre qu'au niveau de la sexualité, ça soit complexe. Alors, là, ce qui est intéressant dans le tableau clinique, c'est qu'on se retrouve avec de nombreuses choses qui vont dans des sens, des endroits différents. Donc, on a la piste du TSA, mais elle semblerait être peut-être mise de côté, au moins temporairement. On a des éléments, un tableau anxieux, des éléments névrotiques qui sont là présents, avec une centration autour du sexuel, mais pas dans le sens d'une érotisation, un plaisir, de la séduction, mais le sexuel qui est repoussé, éloigné, évité, donc plutôt une coupure par rapport à tout ce qui concerne le corps et les sensations. Donc ça irait bien du côté névrose obsessionnelle, le fonctionnement obsessionnel, avec aussi cette tentative de tout contrôler, tout ranger, tout mesurer. Et puis, il y a les éléments phobiques. Mais ces éléments phobiques que tu amènes autour de la difficulté du contact, des câlins, donc la tendresse, et puis tout ce qui est fluide, mastication, sang, sperme, salive, etc., qui renvoie au fluide du sexuel. On peut penser à de la phobie
si elle déclenche, quand elle est confrontée à ces substances, elle se met à déclencher beaucoup d'angoisse. Mais si l'angoisse est présente avant et qu'elle anticipe qu'elle pourrait rencontrer ces fluides et ça pourrait la dégoûter, ou si elle a des récurrences mentales autour de j'ai pas envie de rencontrer du sang, je veux pas être confronté à la salive, je dois contrôler ma salive, je veux pas voir du sperme, je veux pas le cérumen, c'est dégoûtant, etc. Alors ce sont plutôt des obsessions autour des fluides. Donc ça irait bien avec davantage du côté de la névrose obsessionnelle plutôt que de la phobie. La grosse différence, c'est que dans la névrose obsessionnelle, on va avoir les obsessions et les compulsions. S'il y a un trouble avéré, la compulsion, on ne les voit pas, c'est-à-dire, pour l'instant, où je n'ai pas entendu, tu ne nous as pas décrit des rituels, par exemple, de lavage, de rangement, qui sont en rapport avec ces obsessions. Tu dis qu'elle a une personnalité ou des éléments qui font penser à une personnalité plutôt rigoureuse, organisée, structurée, une personnalité ou des comportements qui peuvent être des comportements de contrôle. Juste pour ça, Guillaume, elle peut avoir un comportement d'évitement simplement, mais pas un rituel. Ok, donc ça laisse pas penser au trouble, à un trouble, c'est-à-dire aux compulsions et aux rituels dans le trouble obsessionnel compulsif ou dans la névrose obsessionnelle, mais on a les obsessions davantage, il me semble, à la phobie. La phobie, c'est vraiment la confrontation avec l'objet phobogène qui déclenche l'angoisse. Alors que là, ce sont les pensées qui sont la source de son angoisse et qui l'amènent ou qui pourraient l'amener à des rituels ou à des stratégies comportementales pour se protéger de ces pensées anxiogènes. Et les pensées, quand on travaille avec Mosaïque et que j'ai présenté le schéma du processus chez l'obsessionnel, il y a ce triangle initial où je décris qu'il y a des pensées qui ne sont pas conscientes chez le client. Et ça pourrait être des pensées et des désirs autour du sexuel. Il y a eu du désir à un moment, et puis ce désir s'est arrêté. Il y a la question aussi d'une réalité somatique, d'accord, avec l'endométriose et le vaginisme. Et on peut penser qu'il y a eu des événements qui ont créé peut-être cette difficulté d'avoir des relations sexuelles et une contraction au niveau du périnée, ce qui amène la difficulté de mettre des tampons, la difficulté de la pénétration. Et l'endométriose, qui est ce développement des tissus au niveau intra-utérin et qui amène des douleurs importantes, peut amener ensuite la crainte de la pénétration, donc le vaginisme dans un second temps. Donc ça pourrait être cette séquence, ça veut dire que si on suit, trauma ou pas, je devrais garder en arbre décisionnel, il y a eu trauma ou pas, ou plusieurs traumas, c'est-à-dire il peut y avoir le chien qui a été une première agression corporelle avec morsure et la salive et la bave du chien et la rage, etc. Donc il y a peut-être des choses qui ont été dites là, des craintes qui ont été portées là. Et puis, ensuite, il y a ce copain violent et puis l'expérience de la sexualité peut-être complexe, difficile, et puis son corps, son corps à elle peut-être qui fait qu'au niveau sexuel, c'est pas si simple pour elle. Et ça, sur ça vient s'installer l'endométriose et le cercle vicieux ou la boucle non vertueuse avec après le vaginisme. Et elle se retrouve dans une situation où la toile de fond, si c'est une toile de fond obsessionnelle, ne fait que majorer et renforcer le système, pour moi. Donc la question du trauma, il faut qu'elle soit explorée, c'est le premier temps. La partie somatique est nécessaire à travailler, la question de l'endométriose, du vaginisme. Donc ça fait partie du médical et de la sexo, donc de ton champ. La question du trauma doit être explorée. Et peut-être ça peut ouvrir sur d'autres choses parce que la question aussi autour de sperme, mastication, fluide, salive, etc., pourrait ouvrir à un trauma sexuel ou à des expériences sexuelles d'abus, d'agression antérieures. Ouais. D'accord ? Elle les a pas évoquées.
Elle nous Mais a, elle nous ça a doit prévenu. rester une hypothèse. C'est pas parce que les gens Mm. sont mal à l'aise par rapport à la mastication, par rapport au sperme, à la salive, à la transpiration, aux gouttes d'eau sur le corps, embrassé et tout ça, que nécessairement il y a eu trauma Ouais. sexuel dans Le, l'histoire. Et on doit le garder en piste. le trauma, Guillaume, je l'ai donc, c'est surtout ça que j'ai bossé avec elle. Et là, elle a plus peur des chiens. Alors, il faut quand même, voilà, elle va pas se laisser sauter par le chien. Elle va pas faire le câlin au chien, mais ça va beaucoup mieux. Et la salive, ça va beaucoup mieux. Maintenant, c'est comme si on avançait à petits pas. C'est pas des choses. Alors, ça va mieux, hein, vraiment. Elle va pas te dire qu'aujourd'hui, elle n'est plus dégoûtée. Alors après, j'ai pas fait le tour de tous les fluides pour refaire un point, mais je dirai pourquoi après d'ailleurs. Voilà, juste pour dire ça. Le trauma, on l'a abordé. OK. Donc, on garde ça en toile de fond. On garde la question, on garde la partie somatique, médicale et une partie centrale aussi à travailler, en sachant que toutes les investigations médicales ont fait que ça a majoré le focus sur le corps, sur les difficultés, sur le symptôme. Il y a eu des investigations corporelles qui ont dû, même si ça a été bien fait, majorer l'intrusion dans le corps et peut-être ces mécanismes autour de la contraction mais les contractions s'y vont bien avec le tableau clinique qui est une tendance à porter beaucoup d'attention sur le corps, beaucoup d'attention sur la douleur, sur la souffrance. Donc un côté, on pourrait dire masochiste, d'accord, pas dans le sens de perversion, mais un côté où il y a une attention, beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt pour ce qui est douloureux, mais ce qui est sa réalité corporelle aussi. Et que par rapport à ça, à ce tableau, moi, il me semble que là où tu en es par rapport au matériel que tu as amené, le premier temps, c'est de poser sur un papier les différentes hypothèses diagnostiques. On a la pile du TSA, il faut qu'on la garde de côté. On la pose, tu la gardes sur un côté de feuille. On a la piste du trauma, tu le gardes sur un côté de feuille. On a la partie médicale et tout ce qui est autour avec l'anémie, la fatigue, l'anxiété, les troubles du sommeil, les douleurs. On garde ça de côté. Et puis, on a les éléments qui seraient plutôt des éléments cliniques, des éléments au niveau du fonctionnement psychologique, avec quelque chose qui laisse penser à un fonctionnement obsessionnel ou à des stratégies de gestion de l'angoisse de type obsessionnel. Donc, tu gardes tout ça de côté. À partir de là, chaque fois que des éléments complémentaires vont arriver, tu les mets dans les cases correspondantes. Ça t'aide pour le diagnostic, ça va aider pour le diagnostic différentiel. Mais dans un premier temps, j'aurais envie de dire qu'on est dans une situation où il y a de la douleur. Et plus les gens souffrent, plus ils souffrent. Et plus la douleur est présente, plus la douleur s'installe. Donc, la question de la douleur, c'est pour moi un des premiers axes de travail. Il faut stopper, barrer, limiter la question de la douleur. Le deuxième axe, c'est le mental, les processus internes. Sentiment d'enfermement, de manque de liberté, l'impossibilité, l'impuissance à agir, à transformer, à modifier, et puis ces pensées de ne pas y arriver et de ça va être difficile, ça va être difficile. Il faut stopper aussi cette boucle. Donc on a ces deux endroits. Le troisième endroit qui est présent, c'est l'endroit du comportemental, parce qu'au niveau du comportement, tout est immobilisé, restreint ou étriqué. Donc, on a trois pistes. On a la piste somatique, donc douleur, sensation. On a la piste pensée, processus interne, et on a la piste comportement. Ça tombe bien, les émotions, si on est sur un versant obsessionnel, les émotions, c'est pas là qu'il va falloir aller. Et la sensation, c'est pas là qu'il va falloir aller. Sauf, et ça va être notre piste d'entrée, du côté de la douleur. Parce que la douleur, c'est pas quelque chose d'un plaisir pris. La douleur, c'est quelque chose qu'elle subit, dont elle est victime. Et donc, si on est dans un tableau obsessionnel, alors on pourra rentrer par la sensation, mais par le biais de la douleur. Et puis, le comportement, il va falloir, elles peuvent mettre en place des comportements, parce que si on est avec un tableau obsessionnel, les comportements,
faire des tâches, réaliser des choses, elle pourra faire. Et puis les pensées, c'est une experte de la pensée, il faut bloquer les pensées anxieuses. On a d'autres remarques. On a Charles qui travaille avec le décodage biologique et puis on entendrait presque la langue des oiseaux. Je reconnais Charles là avec endométriose. Ose y mettre dedans. Ok, bon, alors ça s'entend dans ce deuxième temps, mais c'est pas ça qui devrait guider notre travail clinique, mais c'est intéressant parce que ça rajoute des éléments peut-être sur, vous voyez, la piste traumatique et peut-être au moins on pourrait jouer avec elle autour de ça, travailler avec elle autour de ça, ça fait partie de votre champ de travail parce que ça nous amènerait à voir si elle est à l'aise au niveau de la sphère associative, si elle est capable d'associer quel lien ça fait pour elle, au moins dans un premier temps. Après, tu disais, il y avait d'autres choses à rajouter là? Alors, je ne sais pas si ça compte, là, tout ce qui est rapport au corps. Au début, elle disait qu'elle s'en fichait un petit peu de son image, de son corps, qu'elle ne le déteste pas, mais quand elle le voit, elle évite plutôt le miroir. Et en fait, en sortant de la douche, comme elle n'a pas de lunettes, elle se voit trouble dans le reflet. Mais il s'est trouvé qu'elle s'est vue nettement avec des lunettes une fois, et là, elle se déteste clairement. Et après, elle prend beaucoup soin de ses cheveux, elle se fait des teintures en bleu, en rose. Mais le rapport au corps, il est un peu particulier. Elle s'habille toujours en vêtements très amples. Je ne l'ai jamais vue habillée de façon ni apprêtée ni féminin. Voilà. Bon, ce n'est pas un jugement, c'est juste pour décrire un peu sa façon d'être. Et après… juste avant, là, dans les commentaires de nos collègues à distance, Fabienne et d'autres insistent autour du côté de la grossesse, du lien avec la mère. C'est vrai que je tisse pas ces liens-là parce que je suis pas sur un versant causaliste. Donc, je vais pas chercher, elle amène pas quelque chose là, elle amène une problématique, une situation qui est avec un symptôme, le symptôme sexuel. Moi, je travaille pas sur le symptôme, je travaille sur le processus. C'est-à-dire comment elle assemble spécifiquement pour gérer son angoisse les pensées, les comportements, les sensations, les émotions avec ses valeurs, avec ses croyances, dans son rapport au monde, dans son rapport aux autres et dans son rapport à plus grand qu'elle. C'est sur ça que je travaille. C'est pour ça que je ne vais pas chercher des hypothèses causales qui seraient son lien, même si Peggy l'a dit, elle a été élevée par la grand-mère, il y a eu des difficultés avec la mère, il y a un frère autiste. Tout ça, ça fait partie de son histoire, de son parcours. Et bien sûr, notre parcours et notre histoire a des effets sur notre actuel, sur notre aujourd'hui. Mais le choix de travail, pour moi, est plus un choix sur le processus et faire bouger ce qui est là dans l'ici et maintenant, dans cette logique qui est la logique de la thérapie solutionniste expérientielle, plutôt que d'aller chercher ce qui s'est passé dans l'histoire et qui pourrait expliquer et donner une logique et une compréhension à aujourd'hui, sur ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on serait plus à ce moment-là sur le versant d'une thérapie par la compréhension plutôt qu'une thérapie par l'expérience et par le vécu des sensations qui sont déjà là. Et c'est le choix de la TSE. Après, j'arrive à comprendre qu'on fasse ces liens et les liens sont tout à fait logiques parce qu'il y a la question du sexuel, de fait, la difficulté de la pénétration, donc la difficulté peut-être d'avoir un enfant, qui a ses rapports difficiles avec la mère, qui a le rapport au corps, au fluide. Et dans ce cas, je peux entendre peut-être une histoire infantile difficile, peut-être une grossesse complexe chez la mère, peut-être enfant non désiré, peut-être relation mère-enfant complexe, etc., qui pourrait donner à entendre ce qui se passe au niveau du corps, au niveau du lieu de nidation, etc. Mais tout ça, ce sont des hypothèses que j'entends, mais que je ne vais pas travailler parce que mon axe de travail n'est pas un axe causaliste, lié à de l'événementiel, à des événements d'histoire, mais plutôt au processus
qui sont construits et qui font qu'elle gère son angoisse comme elle la gère aujourd'hui. C'est pour ça le choix. Mais c'est important d'avoir souligné ça, notamment Fabienne. Et dans le contact, j'ai oublié de dire, Guillaume, je te coupe, le seul contact qui la rassure avec son compagnon, c'est quand elle lui tourne le dos dans le lit et qu'ils sont dos à dos. Ok. Ok, super. Ouais, tu vois, par rapport à ce qui vient d'être dit, moi, j'aurais envie plutôt de travailler sur les réussites, les exceptions, les ressources, sur travailler, sur activer des cercles virtueux au niveau des pensées, au niveau des comportements et au niveau des sensations corporelles, plutôt que de limiter certains fonctionnements ou que d'aller comprendre, de rajouter de la pensée sur un système de pensée qui est déjà très, très riche. Donc, au niveau de la douleur, il y a vraiment quelque chose à travailler. Et là, on a tous les outils de l'hypnose autour de l'accompagnement de la douleur, mais aussi autour du polyvagal, qui sont des ressources très, très fortes pour pouvoir accompagner et gérer ce cycle délétère au niveau de la douleur. Au niveau des pensées, je travaillerai sur quelque chose qui serait plutôt comportementaliste et cognitiviste, plutôt cognitiviste, en listant les pensées, les croyances et en construisant comme des tableaux, alors plus ou moins formels avec elles, ça s'ajuste, pour pouvoir repérer quelles sont les pensées qui apparaissent, quand est-ce qu'elles apparaissent, qu'est-ce qu'elles nous disent, et est-ce qu'elles sont valides, elles sont pas valides, sur quoi elles s'appuient. Tu vois, faire comme un tableau très structuré de quand une pensée arrive, qu'est-ce qu'on peut en faire. Ça permettrait d'avoir un intérêt et une attention sur les pensées et ça viendrait faire tout un travail de recadrage au niveau cognitif. Ça pourrait être une bonne piste. Et après, au niveau comportemental, on a des exceptions. Quand c'est l'hiver, alors il y a moins le problème des fluides parce que les choses sont beaucoup plus sèches ou beaucoup plus gelées. Ah ben, c'est OK, il suffit que l'hiver soit l'hiver tout le temps. Oui, sauf que la sexualité, ça va avec les fluides. Hein. Donc, ben, sexualité dans un frigo, ça peut. Et en oui. plus, on n'est pas obligé de répondre à la demande et au fonctionnement classique autour de la sexualité. On pourrait dire que dans la mesure où la pénétration est difficile, alors ça se fera sans pénétration. Mais elle ne le fait pas. Elle ne va pas. Hein, elle le fait pas, ça, quand même. Elle ne veut pas y aller non plus. il n'y a pas de pénétration? Non, il n'y en a pas, mais même ça pourrait être une sexualité sans pénétration. Elle est bloquée quand même. Ben non, puisque le dos à dos est une sexualité qui est bonne. Alors le dos à dos, on l'explore. Le contact corporel avec un homme, parce qu'il y a des fluides, est difficile. Mais un contact corporel peut-être avec une peluche est OK. Peut-être avec une couverture est OK. Ce qui fait que ça permet de faire des petits pas, je suis d'accord, ça ne répond pas à son symptôme et à la question du vaginisme et de la difficulté au niveau des rapports sexuels. Mais ça permet de remettre de la souplesse et de la légèreté par rapport à la question du contact, des sensations, et de voir que c'est des zones qui peuvent être non dangereuses. Donc, avec pas une serviette, parce que ça peut être humide la serviette, surtout si on sort de la douche, mais alors avec une polaire ou avec un essuie-tout, avec du sopalin, les pratiques de caresse de sopalin, parce que là, il n'y a pas d'eau. Hein. Au minimum, il y aurait les gouttes d'eau. Ça absorbe, hein. Ça absorbe, c'est ça qui est bien. Ça absorbe. Donc, vraiment, il n'y a aucun souci. Et là, il y a plein de choses dans les supermarchés qui peuvent. Et ça fait des grands câlins. Et on peut faire du contact et de l'exploration du toucher. L'exploration aussi du contact avec le corps, une polaire, un tissu, etc., qui permet d'avoir du contact, qui permet d'avoir du toucher, qui permet d'amener aussi de la régulation au niveau polyvagal. Je pensais la peluche parce que la peluche,
J'ai mon collègue là maintenant avec moi tout le temps là. La peluche, elle permet. Là, c'est pratique. Ces animaux-là, ils sont pratiques parce que ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de les sortir. Ça mange pas trop. Il n'y a pas de fluide. Ça, c'est pas mal. L'intérêt de ça, c'est que ça amène du contact et le contact, il permet la sensorialité, mais il permet aussi l'apaisement et la régulation. Et puis, si vous choisissez une bestiole qui est assez vivante, vous voyez, ça permet d'établir un lien, un contact œil-œil. Ce qu'on cherche pour quand on veut faire du vagal ventral. Ça veut dire qu'on veut rétablir la communication. Et ça pourrait être une piste. Alors, je te donne des pistes comme ça. Il faut voir comment les ajuster avec elle. Mais j'irai pas Eh ben, directement du côté. il faut voir ce qu'en pense son compagnon. Hein, Guillaume? Bon, ça Son peut être compagnon sa aussi. zone intime. On a le droit. Tu le sais, Peggy, on a le droit de vivre des choses Ouais. dans l'intimité. Tout ne se vit pas dans le couple. Donc, on a le droit d'avoir une peluche à soi, quand même. Ouais, mais. Ouais. Alors, si Je c'est sais pas pas. possible, si c'est pas possible de faire avec le chien, avec un objet externe, je te voyais faire ça. Elle peut faire avec ses propres cheveux, parce que tu m'as dit qu'elle a un soin particulier avec les cheveux, avec ses propres cheveux. Elle Alors, adore je ce pourrais truc. lui proposer de brosser et de porter plus d'attention sur le contact de ses cheveux, parce que ça fait un effet de régulation si elle fait les cheveux, si elle se masse ses propres cheveux. Et tu sais, il existe aussi les appareils qui permettent de détendre les trucs en fer qu'on met là. Et ça peut être une pratique partagée avec son compagnon. Il appréciera. Et en même temps, ça fait des choses dans le corps. Et ça peut être ça. Mais je poserai clairement avec elle et son compagnon plus de rapports sexuels tant qu'il n'y a pas, donc je le poserai, ça ferait partie des tâches, tant qu'il n'y a pas d'apaisement au niveau corporel, alors il n'y a plus de rapport sexuel avec pénétration. Ah, Il y mais a ça, c'est juste du fait. Je l'ai déjà sexuel. instauré, ça. Ok, c'est Je l'ai super. instauré, ça, déjà. Alors c'est super. Maintenant que ça a été instauré, c'est la première base solide, le premier pilier. Les piliers suivants, c'est réinvestir pour moi le corps, réguler la douleur. Réinvestir le corps, ça se va se faire par le toucher, puisque tout ce qui est dégusté, alimenter, prendre plaisir au niveau oral, c'est pas OK. Donc, je ferai plutôt le contact corporel, des couvertures, des enveloppements, du toucher. Voilà, mais pas avec quelqu'un, pas avec son compagnon. Elle aime pas. Mais non, mais Elle pourquoi aime tu veux pas mettre quelqu'un? C'est quand même beaucoup plus, c'est quand même ça le top quand on est en couple de vivre des choses tout seul quand même. Pourquoi quand on est en couple, on devrait les vivre à deux? Non, Non, mais à deux, t'imagines c'est pour le des chien en infos peluche au innotables. milieu du lit, quoi. J'ai toujours Sympa. expliqué. Ouais, bon. Et c'est Banana Spirit qui nous fait que c'est OK, ça lui plaît, un Banana Spirit. Voilà. Et moi, j'avais la question psychopatho et j'ai une autre question et c'est ça, c'est mon problème à moi, c'est que je ne sais pas trop cadrer. C'est une jeune fille qui vient et qui est capable de passer la séance entière de sa vie. Elle arrive, elle me parle, elle me parle, elle me parle. Elle ne parle plus du tout de son problème si je ne l'y ramène pas. Donc, je ne sais pas quoi faire. Mais parce Et que elle fait sa séance tous les 15 jours. Hein? son problème n'est pas un problème alors. Ben, c'est ça. Bah Donc, je ne alors sais pas pourquoi? trop quoi faire. Moi, Et- en termes éthiques, ça me gêne qu'elle vienne, elle me parle de sa vie, mais des choses très, très banales Mais pendant oui. 1 heure. Bah et alors quel est le problème là? Ben, que moi, au bout d'1 an et demi, ça va pas durer 10 ans, ça me gêne à moi, en fait. Oui, je comprends pas pourquoi. Parce que si la personne, elle a envie d'avoir un espace où elle peut parler de son intime, le partager avec une femme qui peut être juste là présente et accueillir ce qu'elle dit, sans devoir amener une résolution, une transformation, sans amener de l'efficacité, sans amener de la réussite, sans amener de la performance. C'est quand même pas mal d'avoir la chance d'avoir un espace comme celui-ci. Mhm. Et là où c'est intéressant, c'est que ça permettrait aussi pour toi de partager qu'est-ce que ça fait l'intime quand elle te dit des choses, comment c'est ce qui permet de tisser du lien,
de travailler sur le contact, de travailler sur le rapport à l'autre. Et l'autre n'est pas juste un expulseur de matière ou un producteur de matière. L'autre peut être aussi un espace qui contient et qui reçoit et qui accueille et dans lequel on peut se poser, où on peut poser notre propre intime et qui est reçu. Ça, c'est intéressant aussi comme posture. Mais là, au bout d'une demi-heure, 40 minutes où elle parle, j'ai tendance à lui demander quelle année et on continue à bosser sur les liquides et tout. Et elle accepte, mais Mais d'elle-même, oui, elle mais l'amène. pourquoi la ramener sur les liquides? C'est ça qui est intéressant. Parce que sa demande initiale est là, qu'elle passe, ça fait 1 an et demi, Guillaume, et qu'à un Et moment sa donné, demande initiale, elle est là. Ça, c'est la demande initiale. La demande initiale n'est qu'un hameçon. C'est que l'occasion pour pouvoir rencontrer Peggy. La alors, nécessité pour cette dame-là, c'est peut-être, elle est peut-être partie avec une demande qui est la problématique sexuelle, et c'est pour ça qu'elle est venue te voir, et elle a peut-être trouvé quelqu'un qui propose, au-delà d'une réponse à un symptôme corporel, sexuel et à des douleurs, quelqu'un qui au moins l'écoute, quelqu'un qui la traite pas comme un être qui a une zone de corps douloureuse, comme une partie, comme un symptôme douloureux, comme un symptôme corporel dysfonctionnant. Juste, c'est un espace où une femme reçoit une autre femme, une humanité rencontre une autre humanité, et ensemble, elles interrogent qu'est-ce qu'être femme, qu'est-ce qu'un corps, qu'est-ce que l'intime, qu'est-ce que l'intérieur. C'est ça pour moi le défi de la thérapie. C'est ça pour moi la bascule qui a opéré dans une thérapie. C'est pas de résoudre un problème. Ça, c'est le défi des mécaniques, des mécaniciens. Le défi du thérapeute, c'est d'accueillir quelqu'un qui vient pour ce symptôme, grâce à ce symptôme, à partir de ce symptôme, qui vient avec sa plainte et de transformer cela en une histoire qui se coécrit, qui s'écrit à deux mains, mais qui témoigne du singulier d'un individu. C'est-à-dire comment elle est dans son corps, comment elle est dans son rapport à son corps, comment elle est dans son rapport aux autres, comment elle est dans son rapport au monde et à plus grand qu'elle. Et c'est ça que tu lui offres, et c'est ça qui est chanceux dans l'inefficacité des stratégies ou des outils que tu as pu utiliser, l'inefficacité partielle, hein, des outils, des stratégies que tu as pu utiliser par, par rapport aux symptômes. Le symptôme continue d'être là. Tant que le symptôme est là, c'est comme la marque de fabrique du client. C'est son code barre sur l'oreille, là, comme on met aux vaches. On sait leur histoire, leur filiation, voilà. Mais c'est pas ça qui fait la vache, c'est pas l'étiquette qu'elle a sur l'oreille. Ce qui fait la vache, c'est la singularité qui est la sienne, de comment elle est dans le pré, dans l'étable et avec ses autres copines. Mhm. Et c'est Non, mais ça ça, qu'elle vient rencontrer. Après, je peux entendre qu'un thérapeute, parce qu'un patient arrive et formule une demande insistante de aide-moi à traiter mon symptôme, qu'on soit pris dans cela et qu'il y ait un souhait d'efficacité, de pertinence dans les actes qu'on met. Mais peut-être que ton efficacité ou ta pertinence ne doivent pas être du côté du symptôme, mais plutôt de l'espace d'accueil et d'humanité que tu peux lui proposer. oui, ça j'entends, mais si tu veux, par exemple, ce soir, elle vient avec son compagnon, et maintenant Ouais, il vient, ça faisait voilà, 1 an qu'il ne venait pas, il vient. Elle m'a dit, super. voilà, moi je veux vraiment avancer et tout, et demain elle vient, elle est capable de ne pas m'en parler. Donc ça me déstabilise parce que je ne sais pas moi comment me positionner, mais ça a toujours été mon problème. De revenir, c'est de choisir une question où tu veux travailler sur un versant symptomatique et donc à ce moment-là, il faut attraper le symptôme problème sexuel et mettre en place toute une batterie d'outils pour zigouiller le symptôme.
Pour moi, ça, c'est une stratégie round-up. C'est une stratégie qui est pas la mienne, mais que je peux entendre. Dans ce cas, il y a plein de gens qui proposent des techniques d'hypnose de gestion de la douleur, des techniques pour ramener du sexuel, ramener du désir, ramener de l'aisance au niveau de l'acte sexuel lui-même. Bon, il y a plein de gens qui proposent des choses comme ça. Moi, ma proposition, elle est plutôt autour de cette personne a vécu tout un ensemble d'expériences dans son histoire et se coltine de gérer son angoisse comme chaque être humain. Et que par rapport à ça, là où il y aurait apprentissage et là où il y aurait transformation, évolution chez elle, c'est si cette dame pouvait, cette jeune femme pouvait avoir un espace, et il me semble que c'est ce que tu lui permets, lui proposes, avoir un espace dans lequel elle peut découvrir qui elle est vraiment, c'est-à-dire qu'elle puisse se révéler à elle, quel est son rapport à son corps, quel est son rapport au monde, aux autres et à plus grand qu'elle. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'elle amènerait des éléments, même si c'est la vie quotidienne, je garderai ça en tête et je l'interrogerai là-dessus. Même si elle me parle de choses banales, je lui dirai, mais ça, qu'est-ce que ça vous apprend de vous? Ça, qu'est-ce que ça vous permet de comprendre sur ce qui est important? Ça, qu'est-ce que ça vous indique, ce qui est central pour vous? Alors, Ça, comment vous pourriez le vivre différemment pour que ce soit plus confortable votre vie actuelle? ben, elle va te parler vraiment de de sa situation de chômage, de voilà, son quotidien, quand elle oublie de manger, elle va parler de ça, et puis surtout de sa relation avec sa mère, à qui elle Oui, s'entend pas. c'est très bien. Mais parlons de ça, parlons du chômage. C'est très intéressant parce qu'en quoi c'est un problème pour vous, le fait d'être au chômage? Qu'est-ce que ça renvoie? Qu'est-ce que ça vous renvoie en tant qu'être humain, en tant que femme de 25 ans, de vous trouver au chômage? En tant qu'individu, ça renvoie quoi sur qui vous êtes, sur votre valeur, sur votre lien aux autres, sur votre place et votre inscription dans la société? C'est ça qui m'intéresse. Ok, donc ça, c'est la question du chômage. Mais pareil, c'est quoi la deuxième question? C'était, elle peut me parler de… De sa mère, beaucoup. Enfin, de son Ok. mésentente avec sa mère. Eh bien, votre mère, c'est quoi? C'est quoi le problème de sa mère? Elle la supporte pas, en fait. Elles s'entendent pas. Ok, très bien. Ben, en quoi c'est un problème, ça? Il n'est pas prescrit dans la législation qu'on doit bien s'entendre avec sa mère. Mhm. Donc, pour vous, ça pose problème. Mais en quoi ça pose problème? Parce que quels sont les enjeux de ça? Pas qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire. Je ne veux pas aller sur la cause et trouver un agent cause de ma souffrance. Parce que ça trouve un persécuteur, on devient victime. C'est la faire sortir de ce triangle-là, la faire devenir sujet. Pour la faire devenir sujet, ok, vous, la relation que vous avez aujourd'hui avec votre mère ne vous convient pas. Donc, comme ça ne vous convient pas, c'est parce que vous voudriez quoi? Vous voudriez quoi de différent? C'est comment une relation d'une fille pour vous avec une mère? C'est quoi que vous souhaiteriez? C'est pas ce que vous avez aujourd'hui, mais c'est quoi que vous souhaiteriez? Et C'est peut-être pas elle va te dire, ben, j'aimerais quelqu'un qui soit là présente et qui m'écoute. Elle C'est ça. se place pas vraiment victime. Elle est très, moi je la trouve très mature même. Je la sens pas être victime, mais elle va évoquer les comportements de sa mère. Hein. Ben oui, mais ça veut dire que où ça pose pas de problème. Quand je dis victime, c'est pas elle est soumise, oui, moi je souffre et tout le monde me fait de mal. La position victime, elle peut être beaucoup plus légère. Ça veut dire qu'elle est pas, ça veut dire elle évoque les comportements de sa mère. Maintenant que c'est évoqué, alors. Ça veut dire que si c'est sans intérêt, si c'est que du factuel et si c'est que de l'événementiel, je dirais ok, ben, votre mère elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, et chacun a la mère qu'il a. Mhm. Et on doit se la coltiner le plus longtemps possible. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Non, je me suis pas fait contaminer. Hein. Je viens de lire là une phrase, je lis de temps en temps. Non, non, moi tout va bien. Hein. Mais par contre, oui, elle m'assomme un peu parce qu'elle parle beaucoup. Ça, c'est vrai. Très bien. Elle m'assomme beaucoup quand elle parle. Elle parle Alors, beaucoup. ça, c'est un autre élément que tu amènes et qui est intéressant. Ça veut dire si elle t'assomme beaucoup, il y a deux choses à regarder. Ou c'est la partie, c'est ce que souligne euh, notre collègue Jean-Marc, dans contaminé, c'est pas que tu es en déficit. Contaminé, ça veut dire que ce sentiment
de vouloir que ça fonctionne, vouloir l'efficacité, vouloir que… Ben, ça, c'est ce qui est porté par cette cliente. Et le fait que toi, tu portes cela à ton tour, c'est dans ce sens, la contamination. Et c'est très bien. Heureusement que tu es contaminé par ta patiente, parce que ça veut dire que quelque chose est passé de l'ordre de l'intime. Donc, c'est intéressant. Après, le fait qu'il y ait le sentiment d'impuissance ou la recherche de faire quelque chose pour sortir du sentiment d'impuissance. Mais c'est aussi ça qui est peut-être un élément qui t'appartient en tant qu'individu, mais un élément qui est mobilisé dans le cadre de la relation de résonance avec ton client et donc qui est porté par elle aussi. Elle peut que se sentir impuissante de ne pas faire ou la crainte de ne pas réussir ou de ne pas faire, ou peut-être avec l'histoire qu'elle a eue avec sa propre mère, peut-être que demain, elle n'est pas sûre d'arriver à faire mieux que ce que sa mère a fait avec elle ou ce dont elle souffre dans son lien avec sa mère. Et c'est notre question de tous. Tous nous sommes concernés par ça quand on devient adulte et quand on devient des futurs parents. Bien sûr qu'adolescent, on peut dire, ben moi, je ferai mieux que mon père et ma mère. Mais après, quand on devient adulte, ben, on dit, ben, j'espère que je vais faire mieux. Et puis après, on tente de faire tout ce qu'on peut. Et quand après on devient grand-parent, on dit ça c'est mieux quand même d'être grand-parent parce que maintenant on va pouvoir faire plein de choses sans avoir la responsabilité de ce qui se passe. Et on se dit à un certain âge aussi, ben j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, et c'est ça l'arrivée dans la sagesse. Alors on peut l'accompagner comme ça aussi. C'est beau, moi je trouve, dans ce cas clinique. Peggy, par rapport au timing qu'on a, il y a plein de choses intéressantes que nous envoient nos collègues, que tu peux être une ressource et que tu es peut-être déjà une ressource. Et ça doit être entendu par rapport à cette jeune fille. La question du lien détachement. Et voilà tout le travail qu'elle a à faire. La place des douleurs est importante. Ouais, si ça pose question pour elle, moi, je ferais des techniques, mais des techniques qui relieraient avec la question du comportement et du contact, et comme quoi ça régule que le corps est aussi un espace qui est sécure, qui est stable. Et la question du sexuel, je la laisserai de côté. Parce que c'est la zone piégée pour moi si on est sur un versant obsessionnel. Et les éléments amènent des choses, je trouve, au fur et à mesure de ce que tu nous dis, ça amène sur ce versant-là d'un mode de fonctionnement obsessionnel. Je ne dis pas qu'elle a des troubles obsessionnels compulsifs, elle ne les a pas. Mais ça ressemble à un mode de fonctionnement obsessionnel. Et donc, ce ne sont pas des phobies, mais des pseudo-phobies. Parce qu'il y a plutôt des obsessions et pas des réactions dans la confrontation aux stimuli. Je garderai la question du trauma, mais je ne voudrais pas porter trop d'attention. Si elle ramène d'autres choses, c'est OK, je me note. Et je l'amènerai plutôt dans une boucle vertueuse au niveau corps, régulation sensorielle, comportementale, émotionnelle. La régulation, je ferai beaucoup de régulation avec elle. Et là, le polyvagal est une très bonne indication. Je pourrais travailler avec Mosaïque sur la question de la douleur et du confort, si tu as déjà fait la question du trauma. Peut-être je n'irai pas du côté des états du moi parce que ça ouvrirait beaucoup plus encore la pensée, même si c'est une bonne… Je l'ai fait. Bien sûr. Je l'ai fait. Elle a un état du moi poubelle. C'est trop bizarre. Bon, bref, on n'a pas le temps. Très bien. Très bien. Poubelle, le corps dangereux, etc., les sensations dangereuses, ok. J'irai plutôt sur de la régulation du corps, du sensoriel là, pour voir que c'est tranquille, pas du plaisir, hein, que c'est tranquille, c'est confort et ça régule et ça fait du stable. Et après, je maintiendrai ce que tu fais, c'est-à-dire une zone d'accueil, mais dans cette zone d'accueil, je resterai pas comme un réceptacle déversoir dans lequel on déverse tout ce qui n'est pas utile. Je serai un réceptacle qui s'appelle un conteneur. Bion parle de la fonction conteneur. Ça va avec la fonction alpha, c'est-à-dire la capacité, quand il y a du matériel, à détoxiquer ce matériel, à rêver ce matériel,
à penser ce matériel, à désirer ce matériel. C'est-à-dire, quand elle te dit des choses qui peuvent être des choses, somme toute, banales, ou a priori, ou qu'on pourrait penser comme banales, avec le chômage, avec ses couleurs de cheveux, avec sa mère, etc., je ramènerai toujours ce qu'elle amène aux 4 R. Qu'est-ce que ça vous indique de votre rapport à vous? Qu'est-ce que ça vous indique du rapport aux autres, de votre rapport au monde et du rapport à plus grand que soi? À chaque fois, je la ramènerai là-dessus. Il te mettrait, toi, dans une position pas proactive avec la confrontation à l'impuissance parce que le symptôme ne disparaît pas, mais dans une position où ta part active, elle est mise au service de cette dame pour dévoiler, révéler un petit peu plus d'elle-même. Qui elle est comme être vivant, quel est cet être et comment est son lien au monde, comment est son lien aux autres, comment est son lien à plus grand qu'elle. Donc, si elle m'amène chômage, mais en quoi c'est un problème pour vous, chômage? Qu'est-ce que ça dit de vous, le chômage? Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça touche comme valeur? Et je la mettrai en travail à chaque fois autour des 4 R. Oui. Quand elle parle de sa coiffure, je sortirai de l'événementiel coiffure et je lui dirai, vous me parlez beaucoup de votre coiffure, des couleurs, hein, mais en quoi c'est important pour vous? Elle dit, parce que je me trouve jolie. Ok, très bien. Mais qu'est-ce que ça pose dans votre lien aux autres? Les autres me regardent, les autres portent de l'attention, je surprends les autres. Ça dit ça. Et quelle place vous voulez jouer dans le monde? Vous, demain, vous avez 25 ans, vous voulez avoir quelle place? Vous voulez faire quoi? Comment vous voulez contribuer? Je la ferai bosser toujours sur les 4 R. Mais le 4e R par rapport aux cheveux, sur le plus grand que soi, ce serait la question de l'esthétique et de l'artistique. Pourquoi faire des cheveux bleus, roses, tout ça, si ce n'est parce qu'on a un goût pour l'art, parce qu'on a un goût pour l'esthétique. Et à chaque fois, je la ramènerai avec les 4 R, ce qui la mettrait en travail. D'accord. Et pour finir, Guillaume, quand je reçois le couple, lui, il est super, je crois que tous les patients, c'est le plus silencieux et le plus vif qu'ils connaissent. Je ne sais pas quoi faire parce qu'ils ne parlent pas trop, les deux. Du coup, ça, tu vois, comment je fais Mais un c'est très parallèle? bien, ça veut dire que vous êtes ici ensemble et là, c'est tout le travail du couple ou d'un groupe. Vous êtes ici ensemble et là, c'est pareil, tu peux garder la même trame, c'est-à-dire, mademoiselle, vous êtes en train de parler de ça, ça, ça. Et vous, monsieur, quand elle dit ça, ça vous fait quoi? Comment vous réagissez? Comment vous pourriez la soutenir? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire qui pourrait être aidant pour elle et tout ça? Et quand il dit quelque chose, il va dire quelque chose. Et si c'est pas dire, tu lui apprends. Tu dis, Il dit, je ne sais pas. Alors, il dit, je ne sais pas, ce qui l'exaspère, elle, beaucoup. D'accord, apprends-lui, Peggy, apprends-lui. Il y a aussi des messieurs qui ne savent pas quoi dire aux dames. Alors, tu peux apprendre en tant que dame, tu dis, peut-être vous pourriez lui dire, est-ce que ça vous touche ce qu'elle a dit? Est-ce que c'est émouvant? Est-ce que vous trouvez ça joli? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que, voilà. Et si c'est pas dire, alors tu peux te faire le porte-voix, le porte-parole en disant, voyez, vous savez pas dire. Moi, j'ai envie de dire que c'est touchant ce que vous venez de dire, que c'est émouvant et donc que tu fais, ça s'appelle les fonctions phoriques. Tu es le porte-parole. Tu es un auxiliaire. Tu es un égo-auxiliaire. Ok. On va faire ça. C'est bien ton cas clinique, Peggy, parce que c'est un cas clinique qui est un cas clinique de la réalité qui nous montre que on peut avoir beaucoup d'outils, on peut avoir des stratégies, on peut repérer plein d'éléments, avoir plein d'éléments cliniques et pourtant ne pas avoir grand-chose à faire. Et c'est ça qui est bien, c'est que même s'il y a une volonté chez toi de trouver quelque chose, de continuer à avancer, ça c'est le désir que tu portes et c'est important qu'il soit là, il n'y a pas une quête d'une multitude d'outils pour faire disparaître le symptôme. Et ça, c'est super que tu ne sois pas là-dedans, parce que c'est ce qui va lui offrir une place où il y a moins d'enjeux. Et où, si c'est une place où il y a moins d'enjeux, tu vas lui offrir une place, et c'est précieux, où elle peut se révéler, elle, qui elle est vraiment. Et elle est dans ce temps-là, à 25 ans, c'est le moment pour elle, avec tout le chemin qu'elle a parcouru, c'est le moment de la floraison. 25 ans, c'est le moment de se révéler à soi.
50 ans, c'est le moment de ça a germé et là maintenant on se pose. On se pose pour récupérer ce qu'on a semé. Ouais, ça tombe bien, je viens de faire 50 ans. Ça me parle. Alors super. Bon, merci en tout Merci cas. Peggy merci pour beaucoup. ton cas clinique. Merci à Merci toi. pour vos apports, pour votre présence, là, vos apports, les questions. J'espère qu'on a pu les attraper. On ne peut pas toutes les lire, les travailler à chaque fois, mais ça permet d'entendre à travers vos questions les différents modèles et peut-être comment ou peut-être pour vous, comment vous vous positionnez, qu'est-ce qui compte pour vous aussi dans votre pratique clinique et d'accompagnement. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Dans une quinzaine de jours, il y aura un atelier psychopratique. On vous retrouve. Et voilà, n'hésitez pas à faire connaître notre groupe pour qu'on puisse diffuser davantage encore ce modèle, cette vision. C'est important, ça soutient notre démarche, que vous puissiez en parler autour de vous. Et puis, on met de plus en plus de vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, si vous pouvez aller les voir, les cliquer. Quand on aura 80 cas, donc 8000 personnes qui auront cliqué chaque vidéo, alors c'est bon, je peux partir à la retraite. Ah non, si vous faites ça, vous allez faire exprès de ne pas cliquer pour que je ne parte pas à la retraite. Non, mais à ce moment-là, il y aura d'autres séminaires. Voilà, à bientôt. Merci pour votre présence. Merci beaucoup, Peggy. Avec plaisir, merci à toi. Merci pour toute l'organisation, pour toute la logistique et la com. Belle journée à vous, à très bientôt de vous revoir. Salut Guillaume, bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup Guillaume, merci Peggy. Merci Lina. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, Au revoir à tous. Au revoir.